Imaginez un peu la scène. Un énorme monstre d'acier et de béton, une infrastructure gigantesque qui engloutit et recrache chaque année plus de 37 millions de tonnes de charbon, de soufre, d'hydrocarbures et d'acides ultra corrosifs. Sur le papier, franchement, ça ressemble au cauchemar environnemental ultime de l'ère industrielle. Ah, c'est sûr que présenté comme ça fait peur. C'est vrai que le grand public imagine souvent un port industriel comme une sorte de zone de transit chaotique, un endroit gris, très bruyant et, disons-le, inévitablement toxique. Ouais, exactement. La grosse cheminée qui fume, noire, mais la réalité qu'on va voir aujourd'hui, elle est beaucoup plus troublante. Ce même mastodonte de métal est, en toute discrétion, en train de devenir l'un des laboratoires écologiques et technologiques les plus avancés au monde. C'est un paradoxe absolu. Alors, décortiquons tout ça. Avec plaisir. Et c'est vraiment le cœur du sujet, ce décalage énorme entre l'image qu'on s'en fait et l'ingénierie moderne. On ne parle plus du tout de planter 2 ou 3 arbres autour d'un entrepôt pour se donner bonne conscience. Non, là, on est sur un autre niveau. Et pour ceux qui nous écoutent, on base cette exploration approfondie sur une source très pointue. C'est la transcription d'un webinaire extrêmement instructif organisé par l'Agence nationale des ports, l'ANP au Maroc, lors de l'édition 2022 du Smart Port Challenge. Voilà, c'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça nous montre que ces complexes opèrent désormais sur le fil du rasoir. Ils se trouvent au point de friction exact entre une logistique mondiale brutale, vraiment massive, et la survie d'écosystèmes d'une fragilité absolue. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce défi de dingue. Comment on arrive à contrôler une pollution qui attaque l'air, l'eau, les sédiments marins, tout en maintenant les flux commerciaux qui font littéralement tourner l'économie mondiale. Et le meilleur exemple pour illustrer ce casse-tête, c'est le port de Jorf Lasfar au Maroc. Tout à fait. Et attention, ce n'est pas un petit port régional tranquille. Jorf Lasfar, c'est le leader national marocain pour le trafic domestique. Les volumes qu'on y brasse, on parle de 37 millions de tonnes. C'est juste écrasant. Et pas des marchandises tendres, en plus. Non, vraiment pas. La moindre défaillance technique là-bas prend vite des proportions catastrophiques. On gère des hydrocarbures, des acides hautement corrosifs et des vracs solides très particuliers comme le coke de pétrole. Ah oui, le fameux petcoke. Pour situer un peu, c'est ce résidu solide, hyper riche en carbone, qui reste tout à la fin du processus de raffinage du pétrole brut. C'est un peu le fond de la cuve, quoi. Exactement. Et le truc avec cette matière, c'est qu'elle est extrêmement pulvérulente. En clair, elle ne reste pas sagement en tas sur le quai. Elle génère en permanence une poussière noire très fine, saturée de métaux lourds. Et la moindre petite brise peut soulever cette poussière et la transporter sur des kilomètres. C'est fou. Et c'est là qu'on touche à la dimension la plus vertigineuse du problème avec Georges Flasfar. C'est sa géographie. Franchement, on pourrait se dire qu'une telle concentration de matière dangereuse, on va l'installer au beau milieu d'un désert rocailleux, à des kilomètres de toute vie. Ce serait la logique classique, oui. Sauf que ce port est implanté à proximité immédiate des lagunes de Walidia et de Sidi Moussa. Et ça, ce sont des zones humides côtières d'une sensibilité écologique extrême. Elles sont classées, protégées pour leur biodiversité. Il y a des oiseaux migrateurs, une ostréiculture florissante, de la pêche artisanale. Sans oublier le tourisme local qui dépend directement de la beauté de ces paysages. Voilà. C'est comme si on avait délibérément choisi de construire la plus grande usine d'industrie lourde en plein milieu d'une réserve naturelle de biosphère. Comment on fait cohabiter 37 millions de tonnes de fret avec des écosystèmes aussi délicats? C'est vrai que la cohabitation semble totalement contre nature. En général, on construit un port en cherchant de la profondeur d'eau et des courants marins, sans trop regarder ce qu'il y a sur la côte juste à côté. Mais aujourd'hui, cette proximité, on ne peut plus l'improviser. Georges Flasfar est d'ailleurs certifié ISO 14001. D'accord. Et je me fais un peu l'avocat du diable ici, une certification c'est bien beau, mais comment un bout de papier ou une norme administrative peut empêcher un nuage de coque de pétrole de se déposer sur les huîtres de la lagune voisine? Il y a une tendance à banaliser ces macarons administratifs, non? Je comprends tout à fait le scepticisme. C'est vrai qu'on voit souvent ça comme un tampon pour assurer les investisseurs. Mais sur le terrain, l'architecture de la norme ISO 14001, c'est une vraie mécanique. Ça repose sur la roue de Deming. Planifier, faire, vérifier, agir. C'est un cycle d'amélioration continue. Concrètement, ça veut dire quoi pour le port? Ça veut dire que l'approche est chirurgicale. Le port doit cartographier chaque source de risque individuellement.
Par exemple, une fuite d'acide sulfurique, ça attaque la nappe phréatique et ça ronge les infrastructures. Alors qu'un déversement d'hydrocarbures, c'est un risque de surface qui va priver l'eau d'oxygène. Et donc asphyxier la faune marine, ouais. Exactement. Donc la norme oblige le port à mettre en place des indicateurs de performance mesurables pour chaque polluant. Et lors de l'audit annuel, si le port ne prouve pas mathématiquement qu'il a réduit ses émissions par rapport à l'année d'avant, la certification saute. Et perdre ça sur le marché mondial, financièrement, ça fait très mal. Alors justement, abordons cette question des règles et des lois, car c'est un point hyper important. Le commandant Koussa, dans les sources du webinaire, parle d'un arsenal juridique massif. La loi 99/12 sur l'environnement, la 1303 sur l'air, la loi 2800 sur les déchets toxiques. Sans oublier les lois maritimes et la grande convention internationale MARPOL. Oui, voilà, Marpol. Sauf que, soyons honnêtes, historiquement, j'ai l'impression qu'aucune grande loi n'a jamais physiquement arrêté une marée noire. Est-ce que tout ça, ce n'est pas juste un bouclier administratif? Une entreprise multinationale pourrait très bien se dire que c'est moins cher de payer l'amende que de moderniser son navire, non? Alors, si on relie cela à une perspective plus large, considérer le droit maritime comme une simple contrainte morale qu'on peut effacer avec un chèque, c'est une énorme erreur d'appréciation aujourd'hui. La dynamique a profondément changé, en particulier grâce à Marpol. Ah bon? Comment ça fonctionne alors? La clé de voûte de cette convention gérée par l'Organisation maritime internationale, ce n'est pas un texte consultatif. Son pouvoir repose sur le contrôle par l'État du port. Concrètement, les autorités du port d'accueil ont le droit souverain et l'obligation d'inspecter les navires étrangers. Et j'imagine que c'est pas juste vérifier les papiers d'identité du capitaine. Pas du tout, c'est hautement technique. Les inspecteurs descendent dans la salle des machines. Ils examinent les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures. Ils épluchent le registre des hydrocarbures qui tracent chaque goutte de carburant lourd. Et si un navire est pris en flagrant délit, par exemple s'il a contourné ses filtres pour rejeter des bouts toxiques en pleine mer, on ne lance pas une procédure judiciaire qui va durer 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait alors? L'État du port procède à l'immobilisation immédiate du navire. On appelle ça la détention. Wait, le navire est physiquement bloqué à quai, mais ça doit coûter une fortune dans l'industrie logistique. C'est un gouffre financier absolu. Un pétrolier ou un porte-conteneur bloqué brûle des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par jour en pénalité. Et pire encore, une détention pour violation de Marpol, c'est un signal d'alarme mondial. Les fameuses listes noires, c'est ça? Exactement. Les assureurs maritimes peuvent révoquer la couverture sur le champ. Et les grands affréteurs vont refuser de confier leurs marchandises à ce navire. La loi environnementale se transforme littéralement en guillotine commerciale. Ce n'est plus des relations publiques, c'est une question de vie ou de mort pour survivre sur le marché. D'accord, là je comprends mieux le pouvoir de dissuasion. Et les sources montrent que cette réglementation va encore plus loin avec des choses invisibles pour nous, comme la gestion des eaux de ballast. Ça c'est un truc de fou. Les cargos pompent des tonnes d'eau de mer pour s'équilibrer quand ils n'ont pas de cargaison. C'est une nécessité physique, oui. Sans ce ballastage, un navire de plusieurs milliers de tonnes ne tiendrait pas face à la houle océanique. Mais l'impact biologique derrière, il est foudroyant. C'est ce voyage de l'eau qui pose problème. Imaginez, le navire aspire des milliers de mètres cubes d'eau dans un port en Asie du Sud-Est. Il aspire tout, le plancton, les bactéries, les virus marins, les larves de crabes. Absolument tout l'écosystème local se retrouve dans les cuves. Et ensuite, il traverse les océans, il arrive à Jorf-Lasfar au Maroc, et là, pour charger son minerai, il doit s'alléger. Donc il recrache brutalement toute cette eau asiatique dans l'océan Atlantique. On crée une autoroute biologique artificielle géante, en fait. C'est le terme, et c'est l'un des plus grands vecteurs d'introduction d'espèces invasives au monde. Ces micro-organismes se retrouvent dans un environnement où ils n'ont potentiellement aucun prédateur naturel. Ils prolifèrent, concurrencent violemment la faune locale, et ça peut détruire des pêcheries entières ou créer des efflorescences d'algues toxiques. C'est terrible. Et comment on empêche ça? Aujourd'hui, la réglementation impose d'installer des usines de traitement miniatures directement à l'intérieur des navires. On utilise des rayonnements ultraviolets intenses ou des produits chimiques neutralisants pour stériliser cette eau de ballast avant de la rejeter. Ok, la force de frappe financière et technologique à bord du navire est impressionnante. Mais il y a un obstacle physique qui me paraît dingue. Jorf-Lasfar, c'est des milliers d'hectares. La côte s'étire à perte de vue. Comment on fait respecter Marpol sur une telle superficie? Des petits bateaux en Zodiac qui patrouillent, ça ne suffit pas, si? Vous mettez le doigt sur la limite des moyens humains. C'est pour ça que le port s'est associé au professeur Atlassi de l'université Chouaeb Doukhali. L'innovation majeure ici, c'est qu'on déplace la surveillance. On passe du sol à l'orbite terrestre. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
On fait appel aux satellites. Radar, si je comprends bien, c'est qu'il s'en fiche complètement de la météo ou de la nuit. Contrairement à une caméra optique classique, qui est aveuglée par les nuages, le radar traverse tout et balaye l'océan à permanence. C'est ça l'atout majeur. Mais le mécanisme de détection est d'une grande finesse. C'est fascinant parce que le radar ne voit pas vraiment la couleur noire du pétrole sur l'eau, n'est-ce pas? Il mesure une altération physique. L'océan est balayé par le vent, ce qui crée des milliers de minuscules vaguelettes, les ondes capillaires. Tout à fait. C'est l'agitation naturelle de la mer. Et quand il y a une fuite d'hydrocarbures, le pétrole, qui est plus léger, s'étale en fines pellicules. Et cette pellicule modifie la tension de l'eau. Ça agit comme un immense amortisseur qui aplatit instantanément ces micro-vagues. L'eau polluée devient physiquement beaucoup plus lisse. Et c'est là que la physique des ondes électromagnétiques intervient. Quand l'impulsion du radar frappe de l'eau normale, agitée, l'énergie est dispersée et rebondit en grande partie vers le satellite. Mais quand elle frappe cette nappe d'hydrocarbures toute lisse, l'onde glisse et ricoche au loin, comme la lumière sur un miroir très incliné. Ah, donc le satellite ne reçoit aucun écho en retour. Exactement. Et sur l'écran des ingénieurs, la nappe de pollution n'apparaît pas comme une tache de couleur, mais comme une zone de noix absolue. Une zone de silence radar. C'est brillant. Et j'ai vu dans nos sources que cette technologie a une polyvalence inattendue. Les mêmes capteurs spatiaux servent à repérer les zones riches en nutriments, là où il y a le phytoplancton, et par déduction, on peut localiser les grands bancs de poissons pour aider les pêcheurs. C'est une cartographie complète de l'environnement marin. Mais attention, la donnée brute du satellite, seule, elle est mulette. Un satellite génère des pétaoctets de données. C'est là que le cerveau du système entre en jeu, l'intelligence artificielle. Moi, j'aime bien comparer ce système IA plus satellite à un système immunitaire. Les satellites sont comme des anticorps qui patrouillent et détectent la moindre infection, la pollution, avant qu'elle ne devienne mortelle pour la côte. Entre l'observation et la prise de décision. Les algorithmes sont entraînés avec des milliers d'exemples pour reconnaître la forme exacte d'une pollution et la différencier d'une simple zone sans vent. L'IA extrait le vrai signal du bruit. Au final, c'est presque comme un système de prévision météo ultra sophistiqué, mais conçu uniquement pour traquer les toxines. Au lieu de regarder impuissant une marée noire s'échouer, l'IA calcule tout à l'avance. C'est ça. C'est de la météorologie prédictive. L'IA prend la forme de la nappe détectée par radar, croise ça avec la force des vents en temps réel, les courants marins de la côte marocaine, les coefficients de marée, et elle simule la trajectoire exacte. Donc, si on a un accident majeur, genre deux navires qui se rentrent dedans, on ne perd plus de temps à chercher la nappe au milieu des vagues. Jamais. On anticipe le désastre. Les autorités envoient les navires poser les barrages flottants directement au point d'impact futur. On barricade la lagune de Walidia avant même que la première goutte toxique n'arrive. C'est vraiment de l'hyper-anticipation. Ça résout cette menace directe. Mais, et c'est un énorme mais, les sources de l'ANP soulignent une menace encore plus grande. Une menace existentielle et insidieuse qui plane sur ces ports. Le changement climatique et la rareté des ressources. Oui, on touche là au défi de la décennie. Le contexte Maroc est marqué par un stress hydrique historique. Les nappes s'épuisent, les sécheresses s'enchaînent. Au fond, qu'est-ce que tout cela signifie pour un géant comme Georges Flasfar? J'ai découvert que les ports dévorent littéralement l'eau douce. C'est astronomique. On utilise l'eau potable pour nettoyer les cales immenses des navires, pour rincer les grues pleines de sel pour éviter la corrosion. Mais le pire, c'est pour la gestion des poussières dont on parlait au début. Ah oui, pour le fameux petcoke qui s'envole. Voilà. Pour empêcher ces montagnes de charbon ou de minerais de s'envoler, les opérateurs pratiquent le noyage. Ils arrosent l'État en permanence avec de l'eau. Attendez, ils utilisent des millions de litres d'eau potable pour arroser du charbon, alors que la région autour manque cruellement d'eau à cause de la sécheresse. C'est une aberration. C'est devenu moralement et économiquement insoutenable. Donc l'innovation est obligée de trouver des parades. On explore des usines de dessalement par osmose inverse dédiées juste au port, et on teste même le noyage directement à l'eau de mer. Mais l'eau de mer, c'est hyper corrosif pour les infrastructures, non? Oui, ça attaque le métal des grues et ça peut modifier la qualité chimique de la marchandise. Ça demande des défis d'ingénierie colossaux sur les matériaux. Et puis, dessaler l'eau, ça demande une quantité d'électricité faramineuse. C'est pour ça que la transition hydrique est liée à la transition énergétique. C'est là qu'intervient l'énergie ou l'eau motrice, l'énergie des vagues de l'océan. Franchement, l'idée est géniale. Au lieu du vent ou du soleil qui sont intermittents, le mouvement de la houle, lui, est constant et d'une force incroyable. Tout à fait. Les ingénieurs intègrent des caissons ou des flotteurs directement dans le béton des grandes digues du Tour.
En montant et descendant, la vague comprime de l'air ou de l'huile, ce qui fait tourner des turbines pour produire de l'électricité. Le port transforme la violence de l'océan, dont il se protégeait avant, en électricité verte pour ses pompes de dessalement. La boucle de l'autosuffisance se ferme. C'est essentiel, d'autant plus que le climat perturbe complètement la mer aujourd'hui. Les tempêtes sont de plus en plus violentes. Et ça a un impact direct sur le trafic. Les énormes porte-containers ne peuvent plus rentrer dans le port en sécurité, donc ils jettent l'ancre au large. Et ça crée ces fameuses files d'attente flottantes géantes. C'est un effet domino redoutable. Un navire en attente n'éteint jamais ses moteurs. Il doit alimenter ses frigos, ses systèmes de navigation. Donc il brûle du carburant lourd sur place, créant un nuage de pollution. Et sur Terre, c'est le chaos logistique. Les camions qui devaient récupérer la marchandise s'entassent sur les routes, les moteurs au ralenti, asphyxiant la ville portuaire. Et tout ça, ce chaos, ça finit par frapper la société entière. Les retards explosent les coûts de transport. Et quelques semaines plus tard, c'est l'inflation. Les prix des biens de consommation ou de l'énergie flambent parce qu'il y a eu un embouteillage de bateaux à l'entrée de Gjorflasfar. C'est exactement pour résoudre ce niveau d'urgence global que des initiatives comme le hackathon du Smart Port Challenge existent. Ils offrent carrément 100 000 dirhams de récompense pour que des startups trouvent des solutions à la gestion de l'eau, de l'énergie et de ses congestions. Cela soulève une question cruciale d'ailleurs. Ce chèque de 100 000 dirhams, ce n'est pas juste un coup de com' de l'Agence nationale des ports. C'est un véritable appel à l'aide. L'industrie lourde a compris que sa mutation technologique rapide, mêlant radar, intelligence artificielle et énergie marine, c'est sa seule chance de survie à long terme. C'est une réflexion particulièrement puissante pour clore notre discussion. Pendant des décennies, on a vu ces immenses forêts de grues et ces cuves de pétrole comme les symboles de la destruction de la nature. Les cicatrices de l'ère industrielle, oui. Exactement. Mais aujourd'hui, pressés par ces sécheresses extrêmes et ces menaces financières, ces mêmes ports deviennent les premiers endroits au monde à fusionner l'IA et les énergies renouvelables à une échelle aussi massive, juste pour maintenir leur existence. Et s'ils arrivent à atteindre cette fameuse excellence environnementale et la neutralité carbone au milieu d'un tel chaos logistique? Eh bien, de manière totalement inattendue, ces laboratoires maritimes pourraient bien être en train de créer le manuel de survie technologique exact dont nos propres métropoles auront besoin pour affronter les prochaines décennies de crise climatique. C'est une excellente façon de voir les choses. Regarder vers le port pour voir l'avenir de la ville. Absolument. La prochaine fois qu'on regardera l'horizon industriel sur la côte, on y verra peut-être les fondations de nos propres villes de demain. C'est sur cette pensée qu'on termine notre exploration. Gardez un œil sur les océans et à très vite.